Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de Entre Écailles. Entre Écailles, c'est notre émission où on accueille un invité de marque pendant 1 heure pour discuter bien sûr de Terrario. Le sujet du jour, c'est simplement de vous présenter un copain. Un copain terrariophile qui a eu un parcours plutôt pas mal pour son jeune âge, c'est-à-dire qu'il a fait ses dents dans plusieurs zoos de France avant de se diriger vers l'animalerie généraliste. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne vidéo. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Salut Lucas, comment tu vas ? Salut Mathieu, bah écoute, ça va nickel, hein. Studio super, donc forcément ça va bien. Ouais, merci. Franchement, on a essayé de bien faire la déco. En plus, on a notre éternel jardin d'hiver avec toutes les plantes mortes qu'on essaie de cacher par les plantes qui sont restées vivantes. À peu près vivantes. Mais t'as des petites fleurs là, donc c'est encourageant. Ouais, il y a aussi des petites cochonnies. Hein. Il y a des petites cochonnies. Et des caca de chat. Ouais, alors, il y a aussi le chat. Mais le chat, c'est... Le chat, il est habitué à tous les podcasts, il gère par terre ou alors il fait ses besoins ici dans le jardin d'hiver. Ça doit être incroyable. Bon alors écoute, Lucas, t'es ici aujourd'hui pour nous parler de ton expérience de terrariophile de zoo. Ouais. De zoo, parce que tu as travaillé en zoo pendant plusieurs années. 1 an et demi, ouais. Nous, on s'est rencontrés à la Bourse aux Reptiles de Béthune. On en profite pour saluer le 4FA. Salut le 4FA. Salut la team. Défonce pas mon micro. Ça va être... Ça se taille pas un micro. Non. Alors du coup, le 4FA, on s'est rencontrés là-bas et tu as gagné au tirage au sort qu'on avait mis sur le stand Loma Wild. Tu as gagné un mug en fait. Celui-là, c'est lui. Exactement, ça c'est ton mug. T'es venu aujourd'hui pour le récupérer et tu repartiras avec. Traquenard. Je suis arrivé juste pour un mug et je me retrouve là. Alors il vient juste pour un mug, mais il vient avec son plus beau costard, ne pas plus beau que le mien. Mais il est plus chic que moi là. Je suis accueilli. Regardez cet homme. Forcément, il faut écoutez-le un peu. Alors. Je te laisse te présenter qui tu es, quel rapport tu as avec la terrariophilie. C'est parti. Eh ben écoute, moi je suis Lucas, j'ai 23 ans, bientôt 24, et en gros mon père était terrario, mais il y a longtemps on va dire, depuis les années 2000 à peu près, je suis né en 99, et j'ai toujours souvenir qu'il y avait un gros terrarium avec des viridis. À l'époque, dans les années 2000, des viridis, il n'y en avait pas des masses. Donc viridis c'est le python vert arboricole. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est un serpent qui est assez prisé, et depuis toujours, en plus, que tout le monde adore. C'est ça, depuis toujours. Il les avait récupérés pas très cher parce qu'il connaissait un gars qui avait une animalerie. L'animalerie avait brûlé, malheureusement. Oula. Et c'était quelle animalerie, ça ? J'en ai aucune idée. Il a jamais pu me sortir le nom. D'accord. Mais c'était dans région parisienne et il lui a dit écoute, j'ai ça. Est-ce que ça t'intéresse ? Il a dit oui. Alors ils étaient noirs de suie, etc. Il les a retapés avec des bains, des trucs, comme on dit, des fumigations, etc. pour libérer les voies respiratoires. Et ils ont fait 10 ans et ils sont morts. Leur belle mort, c'était les premiers imports, etc. Donc, nickel, c'était quelle année à peu près ? Dans les années 2000, à peu près. Je suis né en 99, j'ai toujours souvenir d'avoir vu cette batterie dans le salon. T'as pas le droit d'être né en 99. Pourquoi ? Je suis né avant, ça fait de moi un vieux maintenant. Ah bah... Après ça va, je suis pas né en 2000, donc ça va, c'est pas trop mal. Après je dis vieux, mais ça va, il y a Ben qui est derrière la caméra. Lui on va dire qu'il a eu un problème, il a perdu ses cheveux entre temps. Mais... ouais, mais son crâne est plus beau que mon avenir, tu vois. Ouais, alors et en plus du coup le casque épouse bien sa tête. Ouais, c'est incroyable. Il y a plus vraiment de... Il doit y avoir un grip là-haut, mais fou. Donc ça, après, j'ai toujours été intéressé par les reptiles, mais pas plus que ça. Après, j'ai fait un bac agricole, un STA-VPA, et voilà quoi, mon père avait les pythons et c'est tout. Et après, j'ai fait un BTS technico-commercial animalerie, et c'est là où j'ai rencontré Lucas Verse, un autre Lucas, qui lui par contre, il m'a mis dedans, mais genre fort, et ce gars-là m'a captivé parce que tous les matins, on avait un petit jeu, je lui donnais un nom d'espèce, il me donnait un nom d'espèce, et on devait donner, entre guillemets, la description, d'où ça vient, etc. Je n'ai jamais réussi à le coller. Et un jour, je lui ai dit... Ah d'accord, en fait, c'est toi qui lui dis un nom d'espèce et lui, il doit t'expliquer ce que c'est cette espèce, c'est ça ? C'est ça, et inversement. Ok. Et j'ai jamais réussi à le coller. Et un jour, je l'ai collé. Je ne saurais plus te dire sur quelle espèce c'était. Et depuis, je suis dedans, et voilà. Après... on joue ? Allez, cite-moi une espèce et je t'en cite une. Oh merde. Epicrates morus.
Non, c'est un serpent. Oui. Épicratès, je connais le genre, mais par contre, je connais pas l'espèce précise. Je suis une grosse bille, moi, en serpent. Je suis Monsieur Lézard, t'es un enfoiré. Ouais, mais moi, tu vas me niquer sur les lézards. Ouais, je vais essayer de trouver un truc pas mal. Allez, pas trop dur. Ipsilurus magnus. Je crois que ça ressemble à un peu style Lophosaurus, un peu primitif, mais... Bien, mais c'est ça, Te exactement. dire d'où ça vient, je sais plus. J'aurais tendance à dire Nouvelle-Calédonie ou Papouasie, mais Asie du Sud-Est. presque. Ouais, franchement, pas mal. T'as Quelques gagné. milliers de kilomètres. T'as mais gagné. Là, c'est l'OMA victimisé. Là, hein. C'est... L'homme Alors, victime. le public ne doit pas parler pendant les podcasts. Merci. Donc, À toi, vas-y, donc continue. ça, et puis après ce BTS, je suis allé en animalerie spécialisée reptiles, où là par contre j'ai touché à des bestioles que j'aurais jamais cru approcher. Enfin, déjà une diversité de caméléons juste dans les parcs d'Alice. Enfin, honnêtement, Tamata, Vambilobé, Antala, enfin plein de localités. Des varans aussi que je connaissais que dans les livres à l'époque, Prasinus, Reisengeri, Cordensis, enfin je les ai tous vus, il y a C'est même le complexe, Macrae. Prasinus, ouais. Ouais, c'est ça. Et bien sûr les Boéleni, incroyable bestiole, c'est juste fou le comportement que ça a. Et après bah du coup le Covid est arrivé. Ah, t'es resté Confinement. combien d'années là-bas dans cette animalerie? 6 mois, pas plus. Ah ouais, c'est Pas une plus. courte expérience, mais non, intense. ça suffit. Mais ça m'a permis quand même, n'empêche, de beaucoup approfondir mes connaissances sur le matériel. Parce qu'avant, j'avais de la théorie sur les bestioles. Là, j'ai pu avoir bestioles et matériel. Et maintenant, sans, entre guillemets, me vanter ou me jeter des fleurs, tu me donnes à peu près les paramètres que tu veux. Ouais. Je pense que je peux te monter une install à peu près clean, tu vois, en termes de matériel, etc. Ouais. Alors, peut-être pas aussi bien que certains experts comme Reptilis ou machin, parce qu'ils sont beaucoup plus talentueux, mais entre guillemets, Ouais. la base, je saurais te la donner, il n'y a pas de souci. On fait Et un puis, coucou à la team Reptilis au Ouais, passage. salut Reptilis. et puis voilà, et après, le confinement est arrivé, donc ouais, ça a été chaud le confinement, hein. J'ai accueilli mes premiers bestioles à ce moment-là, là où tout le monde se confinait. Moi j'ai fait 400 km en une journée pour aller chercher D'accord, pour chez toi? ouais, des D'accord. terras, etc. Et puis bah après le confinement, on m'a rappelé, et du coup bah j'ai commencé, on m'a appelé le lundi, on m'a dit ok, tu commences lundi prochain. Bon bah d'accord, c'est parti. D'accord, donc là c'est pour le zoo, là, c'est ça? Ouais, c'est ça, pour le zoo. Et D'accord, puis ok. je suis resté 1 an et demi là-dedans. Alors ça, c'est une approche que j'aime bien. On voit pas souvent en terrario, en fait, dans le monde de la terrario. Moi, je connais beaucoup de terrariophiles et tout, mais la terrariophilie dans un zoo, ça doit être vraiment différent. Ouais, alors les principes de base restent les mêmes, mais c'est juste que c'est dans Ouais. des tailles monstrueuses, quoi. C'est ça, c'est des grandes installs, des pièces, quoi. C'est... Ouais, carrément des pièces. Il y a un terra où il y a eu de l'iguane, il y a eu des kumingi, il y a eu un salvadori, puis il y a eu des kumingi. Alors, doucement. Donnez les noms en français, parce que tout le monde connaît Alors, pas toutes les espèces. Il y a... Je fais attention à vous, vous avez vu, je sais que dans les commentaires, vous arrêtez pas de me dire Pardon. ouais, les espèces, il faut les détailler parce qu'on connaît pas. Alors, Pardon. Donc il y avait un iguane vert. ouais, Puis il est parti dans un autre zoo, du coup il y a eu un Varanus salvadori, donc ça c'est les varans crocodiles. ça c'est incroyable. Hein. Ça c'est des Ça, c'est une bestioles, bête, incroyable, c'est ça. juste fou. Et C'est un des plus grands varans du monde. Ouais, et il faisait 3,20 m à peu C'est près. un monstre. un 3,20, monstre. mais avec une queue qui prend 70% du corps, quoi. Donc, Tu sais que donc c'est génial. t'as eu de la chance, hein, de vivre ça, parce que franchement, on voit pas ça souvent. Pouvoir les approcher, les côtoyer, travailler près d'eux, enfin je sais pas, Mm. c'est vraiment cool. Ouais, et puis il était super cool. Oh là là, incroyable. Et puis bah après ce varan, il y a eu un couple de kumingi dedans, donc Varanus kumingi. Là, je ne saurais pas te dire le nom classique. En gros, c'est des gros lézards noirs et jaunes. Ouais, c'est des varans de bonne taille. Ouais, un 20, un 30. c'est ça. Bien. Un petit mètre 50, ouais, entre 1 mètre et 1 mètre 50. Je ne saurais C'est pas ça. dire exactement quelle taille, mais. Et là, j'étais sur des petits spécimens et il y avait la femelle qui était incroyable. Super gentille, elle s'appelait Templan, parce que le varan Templan. Oh, pas mal. Et l'autre, le mâle, il s'appelait Bouillet, parce que le varan Bouillet, comme la ville de Rambouillet. Ouais, Ça marche. En zoo, on a des inspirations pour les noms, c'est incroyable. Je trouve ça déjà cool de leur donner un nom. Nous, chez Loma, tu l'as vu tout à l'heure, on a regardé, on a visité la salle tropicale. C'est ça. Et nous, on nomme tous nos animaux. C'est trop mignon. On a vraiment cette approche de l'animal, enfin du reptile, qui est plus moderne, pas à l'ancienne. On a pétifié en fait l'animal clairement. À limite, si c'était un numéro, ça aurait été comme ça, quoi. Bah, parce qu'on a découvert aussi au fur et à mesure que la terrariophilie s'est développée
que ils avaient des personnalités, qu'en Complètement. fait ils avaient pas le même langage que les mammifères, mais qu'une fois qu'on comprend comment ils communiquent, on peut échanger avec ils eux, il y a parlent tout un beaucoup. truc. Il parle beaucoup quand même. C'est vraiment trop cool. J'en profite au passage pour faire un coucou à Laurine qui a développé ça en France. Salut maman. Donc Laurine avec Soriana Behavior and More, son entreprise du coup de comportementaliste reptile, ça c'est vraiment incroyable. Le travail qu'il y a derrière, c'est fou. Les résultats qu'elle a, c'est incroyable. Ah ouais, non mais franchement génial. Je soutiens à mort. Ouais. C'est, je pense, une branche de l'avenir de la terrariophilie qui se développe en France. Et auquel on pensait pas avant. Ouais, c'est ça. On en parlait tout à l'heure. Hein. Pour les chiens, l'éthologie, oui, il y a. Mais alors pour les reptiles, on n'y pensait pas. Enfin. Ouais, mais bien sûr, on vit avec le chien depuis. J'en parle souvent en plus dans les podcasts de ce sujet. On vit avec le chien depuis plus de 10 000 ans. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est ça. Le lézard, il est nouveau dans nos vies. Il est récent. Alors après, elle me disputerait si je disais. Enfin, quand je m'attaque à ce sujet-là, j'ai le sentiment que les serpents, il y a quand même moins de choses à faire. Hein. Moi, comportementaliste avec mes serpents, pas vraiment. J'ai du mal. Moi, mes serpents, ils sont quand même assez distants de moi. Mais bon. D'ailleurs, il y avait du serpent là-bas au zoo. Ouais. Il y avait du serpent. Alors, en géant, il y avait l'anaconda vert. Ouais. Nectes murinus avec la grosse Marie. Alors, c'est quoi les dimensions de Marie, la grosse anaconda. Elle faisait 2 vitres et demie, je m'en souviendrai toujours. Une vitre fait 2,50 m. D'accord, ok. Parce que j'allais dire 2 vitres et demi, là c'est encore moins clair que les noms latins. Une vitre fait 2,50 m et elle faisait 2 vitres et demie. Donc il y avait 6 mètres et des bananes. Et en poids, je ne l'ai jamais pesée. Mais comme je bossais vraiment au contact avec elle, il n'y avait pas de souci. Juste, on avait un protocole, c'est que si c'est malheureux à dire, mais si elle nous chopait, en fait, on devait la finir. C'était le seul moyen, vu qu'on était tout seul à travailler avec. On rentrait dans le terrain, il n'y avait pas de souci, on n'avait pas de bouclier, rien, on avait juste un petit crochet. Ce qui était amplement suffisant parce qu'ils ne te laissent pas rentrer comme ça. Ils te forment un minimum avant. Ils te disent, tu vois le comportement, comment elle est, machin, bidule. Et à la fin, en fait, juste j'ouvrais la porte, je la voyais. Dans la seconde, je savais dans quel mood elle était. Si elle était plutôt donc il y a quand même une notion de comportement que tu arrives à décoder, à déchiffrer. Et puis surtout, il y en avait 3. Il y avait Marie, Georges et Pupute. Et la dernière, c'était Bande Jaune. Mais Pupute, je savais qu'elle, on ne l'approchait pas du tout. Pourquoi tu l'appelles Pupute, la Parce peau que c'était une pute. Enfin, on ouvrait la porte, elle était à l'autre bout du terrain qui fait facile 7-8 mètres. Elle tapait dans le vide. Alors juste ouvrait la porte. Donc en fait, c'est juste. Elle était énervée. Ouais, voilà. Elle était juste extrêmement peureuse et elle avait peur de toi. Donc voilà. Donc là, tu l'as laissée tranquille. Mais Marie, elle était née aux eaux de San Diego en 98, ce qui fait d'elle l'une des plus vieilles anacondas en captivité, en parc zoologique. Ouais, mais comme toi, elle reste plus jeune que moi. Donc J'ai qu'un an d'écart avec Marie, c'est ça qui est incroyable. Et elle, elle avait l'habitude de l'homme et quand on curait le bassin, elle était avec nous. Elle était avec nous. Bon, je faisais pas le con, j'allais pas à côté de sa tête non plus. Faut pas déconner, hein, ça reste un serpent dangereux. Si chope, t'es mort, tout simplement. Et en fait, avec le balai brosse, tu la pousses ou machin. Et quand il y avait la tête qui sortait du bassin, quand le bassin était vide et que tu devais curer, tu portes le cul. Elle était lourde, mes mères. Aux estimations, je pense entre 100 et 120. Facile. Ah ouais, quand même, pour un serpent. Ouais. C'est un monstre. Ouais. C'est vraiment un monstre. Ouais, elle était énorme. Et elle mangeait 2 lapins de 10 kilos une fois par mois. Quand elle prenait, parce que quand j'y étais pendant 11 mois, elle n'a pas mangé. Et ça vit combien de temps, ça ? En captivité, apparemment, c'est l'une des plus vieilles. Donc, j'aurais tendance à dire peut-être une 20aine d'années, mais après... Ça, c'est vrai que c'est dingue dans les zoos. Vous avez cette chance, en fait, de pouvoir avoir des installations très grandes, de pouvoir accueillir des animaux très grands qu'on ne peut pas avoir, en fait, sans certificat de capacité. C'est ça. Donc, vous avez accès à des animaux assez dingues. Assez dingues, avec des installs de malades. Mais c'est ça qui est fou. Et rien que... En fait, quand tu vas dans un parc zoologique, si t'es terrario à la base, déjà, oui, t'as les bestioles. Parce que j'ai bossé avec les arcaïmans, Dracaena guianensis, là, avec la tête rouge originaire de Guyane. Ouais. J'ai bossé avec les Osteolamus tetraspis, les crocodiles nains d'Afrique de l'Ouest, je crois. J'ai bossé avec de l'Uroplatus, donc les geckofeuilles, etc. Donc déjà, oui, il y a les bestioles, mais c'est surtout la technique qu'il y a. C'est monstrueux. Ma salle de filtration, elle faisait ta salle là. Ah ouais, et j'avais des gros filtres à sable là-dedans, etc. Alors quand tu dis la technique, en fait, c'est l'équipement. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des trucs de dingue, démesurés. Le bassin de l'Anaconda, il faisait 12 000 litres. Ah ouais, non mais... C'est une piscine. C'est une piscine, on peut mettre 12 coils dedans. Bah non, moi j'avais un anaconda. Enfin, bon, on avait un anaconda là-dedans. D'accord. Et 2 Plecostomus, comme ça.
énorme. Et alors, pour parler de ton parcours, au début, du coup, t'étais pas du tout attiré par ce genre de truc? Non. Comment c'est assez dingue de se dire que c'est devenu un métier pour toi. Ouais. T'es parti en mode zoo, alors qu'à la base, c'était pas ta vocation, tu l'as découvert, mais ça a été vite c'est quand ça. même. En fait, j'ai toujours été dans les bestioles, toujours, avec par mon père en fait. Enfin, on a eu des bestioles. Enfin, on a eu des bœufs Watusi, c'est des grosses vaches africaines avec des cornes longues comme ta jambe. On a eu pas mal de chèvres, des moutons de Somalie, etc. Et en fait, il faut savoir que tout ça, c'est domestique. Donc du mammifère fermier en fait. Ouais. Mais du mammifère fermier d'Afrique, du mammifère fermier de Pologne ou de Turquie, etc. Ouais. C'est ça. Et en fait, tout ça, c'est du domestique, donc tu peux les avoir. Donc déjà, tout ça, je voulais être dans les animaux. Et puis, avec les chiens, machin. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait justement à ce zoo-là. Et quand j'étais gamin, quand j'avais 8 ans, je m'en souviendrai toujours, il nous a dit, viens un soir, on va faire la rentrée des lions. Donc à 8 ans, je rentre dans la fauverie, je vois un lion juste en face de moi. Je lui donne un steak qui est plus lourd que moi à l'époque. C'est incroyable. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, ouais, plus tard, je serai soigneur. Ouais, alors j'avoue que c'est assez dingue. Soigneur, c'est un métier passion. Oui. C'est vraiment un métier passion. Tu le fais pas pour devenir riche ou pour je sais pas quoi. Non, du tout. Tu le fais vraiment par amour des animaux en général. Et puis c'est physique. Hein. Oh ouais. là. Alors pourquoi tu dis ça? Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il grêle, t'es dehors, de toute manière. Sauf quand tu bossais justement avec les reptiles, où là c'est en vivarium. Mais en fait, j'étais polyvalent, donc j'avais les reptiles. J'allais te demander, ouais. Mais même sur les reptiles, il y avait d'autres animaux. Il y avait des chiens des buissons, il y avait une volière extérieure avec des oiseaux. Mais voilà. Et après, j'étais aussi sur le secteur éléphant-antilope. Puis là, l'éléphant... il n'y a pas dans un terrarium, bien. Non, et puis quand il fait caca, il fait caca. Donc c'était des bennes de tracteur où je sortais peut-être 120, 150 kilos de merde tous les matins avec ma petite pelle et mon râteau, et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Est-ce que tu étais habillé comme ça? Non, quand même. Non, j'étais en débardeur toute l'année. Ouais, même s'il neigeait, j'avais mon bonnet, c'est bon. D'accord. Protéger les extrémités. Bon, globalement, j'imagine que ces détenus, quand t'es soigneur, tu mets des tenues dégueu tous les jours, c'est vraiment pour aller sur le terrain. Ouais, clairement. Et puis, tu rentres, tu pues, il n'y a pas d'autre mot, tu sens. Quand on savait reconnaître les soigneurs, juste à l'odeur. Quand il y en avait un qui rentrait dans le magasin et que t'étais pas trop loin ou qu'il y avait un peu de vent, tout ça, et que l'odeur se transporte, tu te dis, ah tiens, il y a soigneur fauve qui est là. Ah tiens, il y a soigneur éléphant qui est là. Ah ouais. Ou des trucs comme ça. Il y avait juste sur les reptiles où ça sentait pas trop. D'accord, ok. Alors ça consiste en quoi d'être soigneur reptile zoo? Déjà, tu as une grosse partie animaux, forcément. Mais tu as beaucoup moins à ramasser les déchets que un soigneur grands herbivores ou machin. En terra, les crocos, toutes les espèces vraiment dangereuses, entre guillemets, en substrat, ils avaient ce qu'on appelle du mulch. Et en fait, c'est un mélange d'éclats de pain, machin bidule, qui va en gros s'auto-digérer. Donc il y a très peu de nettoyage, sauf sur les gros excréments. Quand tu les vois, il y a le public. Faut pas qu'ils voient un terrain dégueulasse. C'est normal. Bien sûr. Ouais. Donc du coup, tu retirais ça. Mais sur Soigneur Terra, tu as une grosse phase d'observation. Parce que clairement, si tu n'observes pas tes bestioles, c'est mort. Le reptile, c'est quand même très particulier. Alors ça, c'est vraiment... même hors zoo, là, en terrario, il faut avoir l'œil, il faut observer. Ouais, c'est ça. Mais en zoo, parfois, tu bosses avec des espèces que tu connais pas. Enfin, un dracaena, j'en avais jamais vu avant, les arcaïmans. Ou même ça, sur des espèces que tu connais. Ça, c'est cool, un dracaena, les arcaïmans. C'est génial. Blepharis, Luc, il en a. Ouais. Salut à Luc. Salut les geekos. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'il dit ça. Mais ouais, sur les lézards caïmans, comment tu fais pour reconnaître qu'il va pas bien ou que la mue est foirée ou machin, parce que tu sais pas comment il mue, tu sais pas comment il vit, etc. Donc c'est vraiment un travail où clairement tu apprends tous les jours. Ouais. Même si tu penses connaître la bestiole, j'apprends des choses tous les jours. Ouais, c'est un lézard mangeur d'escargots, ça. Ouais, c'est ça qui est fou. Et même sur des espèces que tu connais, dans l'installation qu'ils sont, en fait, ils ont pas les comportements que tu as en captivité. Le pardalis, le Furcifer pardalis, donc caméléon panthère, originaire de Madagascar, dans le terra où il était, il y avait avec des gros felsus, Phelsuma madagascariensis grandis, je crois. Multi-espèces, dans les mêmes installs. Ouais, et de la grenouille tomate, Discophus guineti, dans le même terra. Et il y avait vraiment une interaction entre guillemets entre tous. Le caméléon n'était jamais à la même place.
Alors qu'en Terra, des fois, tu pars 2 heures et tu reviens, il est à la même place, le truc. Ouais. Alors que là, il bougeait tout le temps. Alors, surtout, les caméléons, il y avait de la chasse. ça bouge pas mal dans l'ensemble. Hein. C'est un lézard quand même qui fait pas mal de parcours dans la journée, moi je trouve. Quand tu offres l'install, ouais. Ouais. Les agamidés, par contre, moins. Pour pas mal d'entre eux. Un petit peu, ouais. Ouais, par contre, l'iguane, il restait là au même endroit toute la journée. Ah, une branche, c'est confortable, une branche. Hein. C'est incroyable. Surtout que, qui dit terrarium géant dit branche géante. Donc, on avait un service jardin et quand il faisait tomber un arbre, il m'est arrivé de rentrer des grumes dans les terras, des grosses branches de 6 mètres larges comme ça. Voilà. On galérait, mais le résultat, il était pas mal. Est-ce que toi, du coup, tu as dû passer un certificat de capacité particulier ou pas ? Du tout. Pour travailler en zoo. Dans les parcs zoologiques, alors il y a certains soigneurs qui l'ont, si je dis pas de bêtises, mais de toute manière, dans chaque parc, tu as au moins un capacitaire pour toutes les espèces. Et en fait, c'est le temps qu'il y a 7 personnes, le parc a le droit. D'accord. Et si cette personne démissionne, du coup, c'est la merde. C'est la merde, clairement. Et il faut qu'il retrouve quelqu'un ou qu'il fasse passer à quelqu'un. Sauf que législation française oblige, c'est long. Ouais. Donc après, généralement, les zoos, tout ce qui est des DPP, etc., comprennent et surtout, ils leur filent un coup de main parfois parce qu'on récupérait des animaux de saisie, ils vont les aider à retrouver quelqu'un, etc. peut-être même s'il y a un employé en moins, machin, je sais pas. Ils vont aider ou alors ils vont offrir un délai un peu plus grand. Parce que je sais qu'en animalerie, par exemple, si tu n'as plus de capacitaire, tu as 6 mois pour tout vendre. Ah ouais. Tu as 6 mois pour vendre toutes les bestioles où tu n'as pas l'autorisation. En parc zoologique, je sais pas parce que c'est jamais arrivé là où je travaillais. Ouais. Mais je pense que ça doit être quand même un petit peu plus grand. Je pense qu'ils doivent offrir plus grand tout simplement en délai parce que au zoo où j'étais, on a quand même récupéré une saisie. Une saisie où il y avait plus de 250 reptiles. Il n'y a pas beaucoup de capacitaires qui sont capables. Du sauvetage en fait. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que, à un moment donné, ces bestioles-là, on ne va pas les abandonner. Donc, il faut bien les mettre quelque part. Et quand les circuits normaux, entre guillemets, parce que normalement, on n'appelle pas les autres tout de suite. On appelle d'abord des éleveurs capacitaires, des grossistes. Sans trop m'avancer, Karim Dawes en récupère pas mal, la ferme tropicale. Ouais. Je pense. Et voilà. Et oui, les zoos arrivent en dernier lieu. Sauf si c'est vraiment du trop sauvage, par exemple. Ouais. Est-ce que globalement, le budget du zoo, alors je ne sais pas si tu vas avoir ces connaissances-là sur le zoo, mais il va être bien investi pour les reptiles, autant que par exemple pour les lions, tu vois, parce que les mammifères ont tendance à être beaucoup plus populaires aux yeux du public, qui va beaucoup plus trouver ça attachant, magnifique et tout ça. Puis c'est traditionnel aussi, hein, l'être humain est un mammifère, machin. Les reptiles, moi j'ai toujours eu le sentiment qu'ils étaient toujours mis de côté, moins de budget dans les installs, qui passaient un peu à la trappe parce qu'il y a des gens que ça dégoûte et qui sont très différents de nous en fait. Là où j'étais, je l'ai pas vraiment ressenti. Enfin, quoique, je suis mitigé là-dessus. Là où j'étais, parce que les investissements en fait se font dans des trucs qui ne sont pas visibles du public. Ouais. Il y a une ampoule qui claque, elle revient. Littéralement dans la semaine, même si l'ampoule elle coûte 150 balles, ça revient. T'as un luminaire qui claque, t'as une rampe qui claque. J'ai bossé avec des rampes Arcadia de 8 néons. 8 néons sur le même. Le prix que ça doit être monstrueux. C'est surtout dans les équipements. Oui, là par contre, ils vont lâcher du budget. Et encore. Des fois, il n'y a pas le budget, ou c'est trop onéreux, ou machin. Ouais. Et dans ce cas-là, on voit plutôt comment on approche l'espèce. Peut-être que cette espèce-là, on va la changer de pièce, parce que cette pièce-là, elle est trop chaude, ou trop froide, etc. Donc il y a toujours moyen de moyenner quelque chose. Mais après, dans les installs, là où j'étais, la grande chance, c'est qu'on avait un service jardin. Donc rien qu'en termes de déco, etc., on n'achetait quasiment rien. Ouais. Parce que y a tout qui était à portée de main. D'accord. Et du coup, c'était des belles installs. Elles étaient designées, terrascapées, entre guillemets, ou c'était plutôt neutre ? Dans la mesure du possible. Ouais. Parce qu'on peut pas trop se terrascaper avec un iguane d'1m50 qui détruit littéralement tout. Ah oui, ça je connais. Même dans les petits terrains, hein, tu ouais, sais, voilà. Les lézards ont tendance à se montrer bien cons avec les plantes. Ouais, c'est ça. Mais par contre, sur les serpents, ouais, là, on se faisait un peu plaisir. Ou même sur ce qui était désertique, on avait une install pour des pogonas, il faisait 1,80 sur 90 par 2 mètres. Ouais, putain. Avec du parement sur tout le long, etc. Enfin, non, c'est déjà de la belle install Pogona là. Hein. Ouais, il était pas mal. Et du coup, sur la répartition de ton zoo, il y avait plutôt beaucoup de reptiles ou c'était plutôt quelque chose de petit dans le zoo ? Disons que sur le secteur des reptiles, t'as beaucoup de bestioles, t'as beaucoup d'espèces différentes, parce que
parce que ça prend pas beaucoup de place. Tu vas avoir moins d'espèces sur les antilopes, parce que c'est des animaux qui ont besoin d'autres choses, d'autres besoins. Il y a des stalles, il y a un bâtiment hiver, il y a des sas, il y a la plaine, etc. Des espaces vastes. Exactement. Ouais. Sur le reptile, beaucoup moins. On avait 4 anacondas dans un terra qui faisait 6 mètres, 6-7 mètres, en comptant les trucs, par 4 mètres de fond, par 3 mètres de haut. Ouais. Il y en avait 4. Plus des carbonaria, les tortues charbonnières. Ensemble. Ouais, ensemble, parce que du coup, il n'y avait rien du tout. Cette histoire de vie partagée interespèce, ça m'intéresse. Écoute, je te propose une petite pub, une carrément. petite pause, on va passer une pub et on se retrouve tout de suite. Après la pub. A tout de suite. Pour cette première pub Loma Wild, on tient juste à vous mentionner la création de notre compte Tipeee. Il est destiné à ceux qui veulent nous filer un coup de main. L'aventure Loma Wild n'est pas sans frais. Ça fait 1 an qu'on donne notre maximum pour créer un contenu de qualité, avoir des choses intéressantes à montrer. Comment ça fonctionne? C'est super facile. Vous cliquez sur le lien Tipeee qu'on a mis en description, vous allez dessus, vous mettez un tip, vous pouvez déposer la somme d'argent que vous voulez, vous gagnez les récompenses qu'on vous a mis à disposition, et nous, ça nous file un gros coup de main. Sur ce, un grand merci, on compte sur vous. Tout le monde, Lucas, ça va toujours? Oui, toujours, le café est bien. On a refait le plein de café. Ouais, et là on est pas mal. Tu peux certifier que je bois vraiment un café? Oui. Ouais, parce qu'il y a des ondis sur ce qu'il y a dans mon mug. Il y a des ondis. T'inquiète pas, on dira pas que c'est de la bière. Mais c'est pas du c'est pas C'est vrai. pas du tout de la bière. Non, C'est pas je du vous tout de jure la que bière, c'est c'est vraiment du café. En plus, il est bon, il est fort et serré. Alors, on parle de café. On est ici aujourd'hui pour parler de ton expérience en zoo. Ouais. Pendant la première partie du podcast, du coup, on t'a présenté, on a expliqué un peu ton parcours, ce qui t'a amené à là, et on a fait quelques anecdotes sur un peu le contexte du zoo, etc. Je voudrais savoir, maintenant, je voudrais que tu nous expliques un peu. Alors, moi, j'ai rencontré des gens qui travaillaient en animalerie spécialisée, qui ont expliqué leur quotidien, etc. J'ai rencontré un entomologiste qui expliquait c'était quoi son métier. On a rencontré ici aussi quelqu'un qui travaillait en industrie de production d'insectes. Voilà. Et maintenant, quelqu'un qui travaille en zoo. Je voudrais que tu nous expliques, c'est quoi le quotidien là-bas? Le quotidien, déjà, premier mot, observation. Observation, c'est immanquable. Si tu ne vois pas ta bête chaque jour, c'est pas bien. Alors des fois tu retournes un terrain complet parce que tu la trouves pas. Et quand tu la trouves, tu te dis « Ah ouais, t'étais là en fait ». Et ils te regardent en mode « Ouais, j'étais là et je vais bien, c'est bon, tu peux repartir à tes trucs ». Ça c'est marrant, on dirait que tu parles comme un chat. Tu sais, quand tu vas dans ton lit, dans ta couette, tu soulèves le truc et il est là. Et il dit c'est bon, tu peux repartir. C'est bon, laisse-moi, j'étais bien. Va là-bas. Va-t'en de là. Alors moi, genre par exemple, ta journée, à quoi elle ressemble? À quelle heure tu commences? Est-ce que ça finit tard? Est-ce que tu comptes pas tes heures? Est-ce qu'en fait c'est des journées on ne peut plus normales? Et à quoi ça ressemble en fait? Tu commences par quoi le matin? Tu finis par quoi le soir? Et bah déjà, première chose que je rebondis tout de suite, tu ne comptes pas tes heures. Jamais. J'ai jamais réussi à finir une journée à l'heure. Jamais. Et en fait, ça dépend parce que tu es en ce qu'on appelle en 2 secteurs. Donc, tu as un secteur le matin qui va faire à peu près 8 heures. Ah, ça parle trop du dimanche, ça. Excuse-moi, j'avais les travers. Il va se noyer dans du café. Et en gros, tu avais deux parts dans la journée. Tu avais 8h, 16h30 et 10h, 18h30 ou en saison avec le public, etc. 11h, 19h30. Et du coup, tu avais les 2 secteurs. Et celui qui commençait à 8h ouvrait tout le secteur. Et celui qui terminait fermait tout le secteur. Mais après, on avait chacun notre partie du secteur. D'accord. En gros, sur le secteur reptile, donc il y avait la partie plutôt amphibien, petit, et la partie gros avec la volière d'oiseaux et d'autres espèces animales. Et en gros, celui du matin restait dans la partie amphibien, machin, tout en ayant ouvert l'autre partie. Donc il s'occupait, machin, on se rejoignait à un moment donné, forcément. Et après, celui du soir fermait la partie des petits et fermait en même temps sa partie. Et en gros, quand tu arrives le matin, déjà, il y a le passage au magasin. Le magasin, c'est là où sont préparées toutes les rations. Donc c'est pas toi qui les prépares. Et encore, c'était particulier pour nous. C'est-à-dire que nous, on avait les rations qui étaient préparées pour tout ce qui était petits singes. On avait du Ouistiti pygmée sur le secteur. On avait des petits chiens des buissons. On avait dans la volière, il y avait du loriquet, il y avait du rosalbin, etc. Donc ça, c'est des cacatoès, des perroquets. Ça, par contre, c'était préparé par le magasinier. Mais toutes les rations des reptiles, c'est nous qui les préparions sur place.
D'accord. Donc tout ce qui était insectivore, c'était déjà là-bas. Ouais. Et tout ce qui était frugivore, frugivore ou herbivore tout simplement, hein, D'accord. les tortues, machin, bidule, c'est nous qui préparions tout. Donc on savait ce qu'on donnait à telle ou telle bestiole. Après là-dessus, on était libre. On se disait, bah tiens, aujourd'hui il y a une pastèque, je vais lui donner de la pastèque. Tiens, demain il y a un arrivage de fruits du dragon. Bah on va prendre des fruits du dragon pour leur faire plaisir, etc. Après, Et alors, comment ça se passe du coup? Parce que moi, je me dis, là, tu nous expliques le contenu dans une journée, mais en fait, les animaux, le week-end, ils font comment? Ah, il n'y a pas de jour de repos. C'est tous les jours, il y a quelqu'un. D'accord. Tous Donc, les jours. j'imagine qu'il y a un roulement peut-être. Il y a un roulement, il y a des plannings, mais par contre, tout ce qui est dimanche, jour férié, vacances, tout ça, on n'a pas tout ça. Alors, on en a dans l'année, forcément, Ouais. mais... Oui, c'est la loi après. Ouais, c'est ça. Vraiment, t'as Mais des le congés. truc, c'est que des fois, il m'est déjà arrivé de faire 11 jours d'affilée. Ça, après, c'est dans la convention collective. Hein, tu signes pour ça, ils ont le droit. Mais bon, au bout du 10e jour, tu commences à piquer un petit peu du nez. Eh oui, j'imagine, parce qu'en fait, il faut quand même faut être conscient, hein, les gens, que en zoo, en fait, tu joues avec des vies. Enfin, tu travailles avec Clairement. des êtres vivants Ils qui sont dépendent là. de toi. Ils dépendent de toi. Et ils peuvent pas aller comme dans la nature, trouver leurs propres besoins, etc. C'est ça. Ils sont vraiment dans un système clos. Mm. Donc tu dois être là pour eux, parce que c'est leur vie qui est en jeu, en fait. C'est ça, clairement. C'est vraiment la bonne santé de l'animal. Et si t'es pas là, il est pas en bonne santé. S'il est pas en bonne santé, il meurt. C'est A plus B. C'est comme un enfant, en fait. Hein. C'est ça. Faut être là. C'est nos bébés, clairement. Et j'en parlerai toujours comme ça parce que quand je bossais avec eux, ouais, c'était mes animaux. Quand je parlais avec des visiteurs, je leur disais, mon varan, mon anaconda, mon croco, c'est pas le mien, hein, mais c'est mes loulous, c'était mes bébés. Parce qu'ils sont là au quotidien avec toi. Ouais, et puis je les vois plus que certains membres de ma famille. Hein. J'étais tous les jours avec eux, je les voyais plus que mon chien. Parce que mon chien, quand je suis au travail, il est à la maison. Quand je suis à la maison, je vais faire des trucs, dormir, machin. Puis le matin, on rempile. Donc je les voyais plus que mes propres animaux à moi. Donc faut aussi bien faire la part des choses et voilà. Et donc après, dans la journée, tu as une grosse partie de nourrissage et surtout une grosse partie de nettoyage. Et moi, j'avais pas beaucoup de nettoyage de terrarium, tout ça, parce que les crottes, les excréments sont infimes. Enfin, un terrarium avec des téloderma corticales, donc les grenouilles mousses originaires du Vietnam, Ouais. si tu as une grosse filtration en bas, c'est dans ton filtre. Ton filtre, tu le fais une fois toutes les 2 semaines. C'est pas énorme. Tout ce qui est crotte de croco, machin, c'est autodigéré par le substrat, comme je t'ai expliqué. Donc en termes de nettoyage, il n'y en a pas tant que ça. C'est surtout les infrastructures. Tu as des locaux qui doivent être clean. On doit pouvoir manger par terre, clairement. Ah, j'imagine. Pour des raisons d'hygiène, de c'est ça. santé, c'est sanitaire ça. en fait. Tu bosses avec beaucoup de bestioles. Il faut que ce soit irréprochable au sol et dans tes installations, parce que suffit que ta grenouille là, par exemple les téloderma, les grenouilles mousses, elles aient un problème, une mycose ou un machin comme ça, que tu utilises l'instrument, que tu l'as mal rincé, mais que tu vas nourrir les rhacophorus, donc les grenouilles volantes, Ouais. en fait tes racos, elles peuvent choper ça. Mais somme toute, c'est comme en terrariophilie à la maison. C'est juste que c'est à Exactement. grande échelle en fait. C'est ça, c'est la même chose. Il faut, en fait, quand on travaille avec des animaux, surtout des reptiles ou des amphibiens, des animaux de terrarium, dans des milieux clos, de l'humidité, etc., il faut avoir des mesures d'hygiène assez... voilà, Oui. Il faut avoir conscience de ça. Et encore, c'est pas là où il y a le plus de mesures d'hygiène. Ça va être quoi? Les macaques. Les singes? Ouais. Moi, les macaques sont porteurs sains d'une maladie qui est mortelle pour l'homme. Tu te fais une coupure là-bas, tu peux mourir. Littéralement. Je crois que c'est l'hépatite B ou un machin comme ça. Enfin, il y avait 2 espèces aux zoos où je travaillais et justement il y avait un protocole soigneur. Genre si tu te faisais la moindre blessure et qu'il y avait du sang ou même juste, tu te rappelles, c'est juste tu t'es raflé sur un mur, tu désinfectais la plaie pendant 15 minutes et ensuite tu allais voir un médecin dans la semaine pour être sûr que t'es rien. Chaud. Est-ce que vous aviez des bénichoux non chevelus? Mon caméraman me comprend. Non, mais par contre, ça me rappelait mes petits dômes d'observation en verre. Mm-hmm. La lumière reflétait, c'était magnifique. C'était illustré. C'est ça. Est-ce que vous aviez des venimeux? Pas comme je l'imagine. Moi, quand on me dit venimeux, j'imagine... Vipère, c'est ça. mamba et lapidé. Ça, on n'avait pas. Par Ouais. contre, on avait de la mygale. D'accord, arthropode. C'est ça. Et en venimeux, si, les varans.
Les varans, aujourd'hui, les études sont là, Oui. ils sont venimeux. Oui, c'est vrai. Factuellement, c'est vrai. Alors, quand je dis venimeux, je mentionne vraiment. C'est pas à eux que je pense. Ouais, c'est Mais ça. c'est vrai qu'on a découvert qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Ouais. que les varans, en fait, avaient des glandes à venin ou des. Comment on dit? Bon, des Des vestiges glandes de du glandes à Vernois, venin, je crois, ou un machin comme ça. etc. Ouais, c'est ça. Et qui, en fait, dans la phylogénie, les a rapprochés des serpents. C'est en fait. ça. T'as un ancêtre commun hypothétique. Et par contre, ce qui fait peur, c'est que le mec qui a vu ça, je crois aux dernières nouvelles, il est en train de s'intéresser au Pogona. D'accord. S'il trouve la même chose sur l'époque, Ça peut révolutionner pas mal de choses. Ouais. Après, si c'était dangereux, ça se saurait quand même. Hein. oui, Vu oui. le nombre de Pogona. T'imagines qu'il le y a. Pogona sous certificat? Et alors, toi, tu es aussi terrariophile amateur. Oui, oui, oui. Ton avis là-dessus, qu'est-ce que tu préfères comme expérience de terrariophilie? La terrario en zoo, avec tout ce que ça implique, ou la terrariophilie chez toi amateur? Les deux ont leurs avantages. La terrariophilie chez moi amateur, je fais ce que je veux. Point. Si j'ai envie de faire un enrich à mon lézard ou à mon serpent, je le fais. Un enrichi, c'est quoi? Un enrichissement, c'est par exemple tout simple. Je vais prendre une plume dehors, je vais la mettre dans le terrain de mon serpent. Pendant 3 heures, il va être là autour, qu'est-ce que c'est, machin, bidule. Voilà, je vais changer son quotidien. Tu vas lui refaire sa journée. C'est ça. Et là, en fait, je fais ce que je veux. C'est moi mon propre chef. En zoo, c'est pas pareil. Surtout là où j'étais, tu as une hiérarchie. Et ils se pensent tous plus intelligents les uns que les autres. Donc, des fois, ils se tirent dans les pattes. Des fois, ils te tirent dans tes pattes. Parce que toi, tu proposes un truc. Et... En fait, c'est une entreprise. Ouais, et clairement. je pense que tous les gens qui nous regardent et qui ont un boulot savent bien qu'en fait, quand on est dans un milieu professionnel, eh ben, il y a toutes les contraintes qu'il y a. Tu as des collègues, il y a du management, il y a de la hiérarchie, il y a des consignes. Et ça, effectivement, je pense que ça doit te mettre dans un contexte où c'est pas forcément comme si tu étais chez toi, quoi. Ouais, et puis le truc, c'est que quand tu notifies des trucs, par exemple, je prends un exemple simple, on avait une femelle varan, Kumingi, qui voulait pondre. On a prévenu le gars qu'elle se met à creuser. Attention, elle va pondre. Est-ce qu'on met un mac de ponte? Attention, elle creuse de plus en plus, machin. Il nous a pas écouté. Il a mis trop longtemps à réagir. Conclusion, elle s'est arrachée tout le dos. Ah, il peut y avoir des erreurs professionnelles. Donc, pommade, soins, etc. On a eu le cas aussi sur un autre lézard, je ne saurais plus te dire lequel, qui était en cohabitation, donc dans des grands terrariums, etc. Techniquement, tout va bien. Sauf que, en fait, en dessous, il y a un gros bassin. Attention, c'est petit, les lézards. Attention, les tortues sont grosses. Attention, ça va pas manquer, une tortue a bouffé un lézard. Oula. Ah ouais, alors là, par contre, tu parles de cohabitation. Ouais. Comment ça se gère une cohabitation interespèce? Parce que du coup, je présume qu'il faut des installs assez grandes pour que chacun ait ses zones, ses espaces. Pour prendre l'exemple du caméléon panthère, entre le caméléon panthère, les geckos géants de Madagascar et les grenouilles tomates, déjà on avait un terrain qui faisait 2,30 à peu près de haut, 2,30 m. Il n'était pas si grand que ça, c'était plus une colonne, mais au sol, tu avais déjà 1 mètre, facilement 1,50 par 1,20 sur 2,30 de haut. Ouais, c'est déjà un beau C'est terrain. un beau volume, Ouais. mais c'était petit à côté des terrariums auxquels j'ai été confronté. Ah oui, avec les grands animaux, quoi. C'est ça. Mais là-dedans, en fait, t'avais plusieurs points chauds, t'avais plusieurs zones d'UV, t'avais plusieurs zones de LED, etc. Donc en fait, tout était démultiplié. Même les points de nourrissage, même les bassins étaient démultipliés. Dans ce terrarium-là, j'avais 4 gamelles d'eau. Donc en fait, c'est plus technique. Oui. Il y a de la technique, il y a du matos en plus, il y a C'est ça. des conditions à mettre un peu partout pour que chacun puisse s'y retrouver et avoir tout ce qu'il faut. Et puis après, faut pas être débile. On va pas mettre de l'africain avec de l'asiatique. Ouais. Par Et exemple. pourquoi par exemple? Pas la même maladie, pas les mêmes maintiens, tout ça, ça peut... C'est Pas les surtout le mêmes maintien, ouais, c'est ça, c'est surtout le milieu d'origine, parce que oui, c'est des animaux qui sont en captivité, mais ils ont quand même des besoins primaires qui doivent être respectés. Tu vas pas élever un python rhésus comme tu élèves, du Morelia viridis, par exemple. Ouais, ça c'est sûr, ça n'a rien à voir. Voilà, donc ça, et on avait des terrariums avec cohabitation de serpents. On avait un terrarium Madagascar avec du Sansinia madagascariensis. Donc pour les gens qui voient pas, c'est un python qui a une couleur camouflage un peu treillis, qui est magnifique. Et de l'Acrantophis du Merelli, où ça c'est un gros... non, c'est des boas les deux, si je dis pas de bêtises. Et l'Acrantophis, c'est un gros boudin qui reste au sol. Et Sansinia, eux, vont monter. Donc là, pareil, on avait un gros bac. Le sol était pour les Acrantophis, donc tu fais attention pour pas marcher dessus. Mais en même temps, tu fais gaffe à ta tête parce que tu peux avoir un Sansinia à hauteur des yeux.
Donc D'accord. voilà, et tout ça c'est géré plutôt facilement parce que tu bosses avec des grosses installs. Ouais. Et ça c'est le point positif. Tu approches des espèces que tu ne penserais jamais approcher. Les crocos, tout simplement. Crocodilien, ouais, j'avoue que Anaconda adulte. ça envoie là. Va loger un anaconda adulte chez toi. Ouais. Et surtout les installs. Les crocos, le terrain il fait, ouais je sais pas, je suis nul en maths mais peut-être 30 mètres carrés. 30 ou 45 mètres carrés. Ouais, Rien c'est- qu'au sol, avec une cuve de 15 000 litres. c'est déjà bien conséquent. Alors du coup, pour résumer, si tu devais comparer l'expérience de zoo face à la terrariophilie que tu as chez toi, grosso modo les plus, c'est l'accès à des animaux incroyables, Oui. grands, les volumes, les grandes tailles, des grandes installations. Mm. Et par contre, on va dire que le moins, c'est que tu es dans un monde professionnel. C'est ça, tu Avec peux pas tous faire les ce que tu veux. problèmes qui vont avec. C'est-à-dire, bah oui, effectivement, tu peux pas faire ce que tu veux, t'es cadré, t'es pas forcément décisionnaire non plus. Et Voilà. on te défonce la gueule quand tu as des initiatives. Ah ouais, mais après, ça, c'est comme dans toutes les entreprises, t'as C'est toujours ça. des... Mais le truc, plus c'est et des que moins. du coup, moi, je l'ai vécu de manière très frustrante parce que oui, j'ai mûri depuis. Bon, je reste un petit con, mais J'ai rien dit, moi, mais hein, plus, j'ai rien mais Il y a plus. ta femme qui est en train d'acquiescer, elle me fait oui, 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 ah oui, vraiment. Attention. Mais le truc, c'est que toi, tu oublies parfois que tu es dans le cadre du travail, et ça, c'est un de mes gros défauts, parce que c'est nos bébés. C'est nos loulous. C'est nous T'es qui dans la bossons passion avec. en fait. Ouais, c'est ça. Et par exemple, j'avais réfléchi à faire une boîte avec des trappes, tout ça, pour les varans, Mhm. parce que il y a juste à voir ce que Laurine fait avec ses Prasinus. Ouais. Elle lui offre une balle, machin, il y a un rosé dedans, il va chercher, machin, bidule. Je voulais faire la même chose pour les Kumgi. Ça a mis 4 mois avant d'être validé. Une simple boîte en bois avec Ouais, 3 en fait, trappes. t'es pas libre des décisions et des choses qui vont se faire en C'est fait. ça, c'est ça. C'est comme ça, tout doit être validé. Alors moi, dans mon boulot qui n'a rien à voir avec la Terrario, tu sais, on fait vraiment tout valider, même Bah un ouais. papier, tout, il doit faire plusieurs personnes, qui doit être signé par tout le monde et tout. Mm. Même pour des trucs très simples et très bêtes. Ça, malheureusement, on a aussi des lois dans ce pays qui sont assez vénères, Ouais. et notamment en ce qui concerne tout ce qui est animaux et tout. Donc je présume qu'il y a des process qualité, des choses à respecter, Ouais, des c'est ça. consignes. Enfin voilà, ça doit être quelque Faut que chose. ce soit lavable, machin, oui, mais quand tu utilises du PVC expansé, là, qui est tout lisse, machin, un coup d'éponge, c'est fini. La boîte, en une semaine, elle est construite. Ouais. Mais non, il faut que ça passe par un tel, puis Faut que par ce un soit tel. validé. Ah non, lui, il a pas validé, faut que tu retravailles ton truc, alors que les deux autres ont dit oui. C'est donc La voilà, chaîne de et- décision. Ouais, voilà. Et alors du coup, toi, tu as travaillé en animalerie spécialisée, Oui. tu as travaillé en zoo, Oui. tu as travaillé en animalerie généraliste, on l'avait pas mentionné tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ça, c'est là c'est où ton je suis travail actuellement. actuel. Ouais. Voilà, exactement. À Tom Co Rambouillet. À côté Ok. de Gazeran. Juste, enfin, je suis vraiment à 1 minute de Gazeran. D'accord, donc au sud de Paris. Ouais, c'est ça. Euh, Pour ceux qui connaissent Gazeran. Qu'est-ce que tu vas préférer dans ces trois façons de vivre le métier avec l'animal autour de l'animal, pour En dire. fait, il n'y a rien qui est comparable. Ils sont tous différents. Quand je travaillais en animalerie spécialisée, surtout, j'ai occupé des postes différents. En animalerie spécialisée, j'étais surtout sur le stock, le matériel, les envois, les commandes en ligne. Ok, donc sur le non-vivant. Ok. C'est ça. Et pourtant, je conseillais en boutique. J'allais parfois aider Laurine quand elle faisait les animaux, machin. Quand il n'y avait pas beaucoup de monde ou qu'elle était en vacances, c'est moi qui faisais les bestioles pendant qu'on gérait ma partie. Donc tout ça, c'est déjà autre chose. Où là, j'ai énormément appris sur le matériel. Et je remercierai jamais assez cette personne, et c'est la seule chose sur laquelle je le remercierai, de m'avoir appris la technique, m'avoir appris le matériel, et surtout de m'avoir fait rencontrer des gens avec des bestioles folles. En parc zoologique, tu rattrapes la technique, parce que tu utilises ce que tu connais. Ah tiens, peut-être qu'une 150 watts sera peut-être plus intéressant pour mieux chauffer, ou pour avoir une zone plus large parce que le truc est plus haut, et surtout la bestiole est plus grosse. Ouais. Et c'est surtout les animaux en parc zoologique. Les animaux, la technique et les installations. Et en animalerie généraliste, tu vas surtout être sur la vente qui est intéressante parce que du coup, on m'a donné le rayon reptile à gérer. Donc Ouais. c'est moi qui gère les rentrées de matériel, les rentrées d'animaux, le maintien des animaux. C'est moi qui briefe les équipes, etc. Donc en fait, sur tu es comment faire. responsabilisé sur un secteur. C'est ça. Mais on tourne partout. C'est un peu notre force, c'est que tout le monde est techniquement capable de renseigner sur à peu près tout et n'importe quoi. Mais sur les reptiles, c'est moi. Et là, dans ce milieu-là, c'est vraiment plus de la communication avec le client. Le client, pardon, mais des fois, quand vous arrivez, vous êtes un peu, entre guillemets, vous êtes vraiment débutant.
vous ne connaissez pas, vous ne connaissez rien, et du coup, vous vous rapprochez des conseillers pour apprendre, pour voir comment faire, etc. Et c'est la bonne méthode. Il faut déjà commencer à se renseigner, et on bien sera sûr. toujours ouvert à la discussion. En fait, c'est même le point de départ. C'est ça. T'arrives et tu demandes à ceux qui savent pour que toi, à la fin, tu sois le sachant également. Exactement. Et du coup, là, tu as vraiment une approche pédagogique. En parc zoologique, tu as aussi la pédagogie, mais c'est pas toi qui le fais. Toi, tu es soigneur. Point. Basta. Si tu croises des clients, des visiteurs, oui, tu vas discuter un peu avec eux. J'avais eu un débat très houleux avec une végane pendant que je nourrissais un serpent. J'ose imaginer. Ouais. Ah, vous nourrissez avec J'ose une imaginer. souris? Oui, ne mange pas de la salade. Pardon. Et ou d'ailleurs, à la fin, elle m'a dit, mais vous mangez de la viande? Oui. Vous n'avez pas honte de manger des cadavres? Je lui ai juste répondu, bah après, je peux les manger vivants, mais je suis pas sûr que ça vous fasse plaisir. Elle est partie. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu vas avoir des fois des gens qui vont être intéressés et qui, pendant que tu fais ton entretien, vont te poser des questions. Et ces gens-là, Ouais. c'est génial. J'ai eu un gamin de 8 ans qui m'a sorti des noms latins que je ne connaissais même pas. Il y en a. Il y a des gamins qui sont chauds. Hein. Le gamin, il vient me voir, il fait, vous avez des Ouroboros cataphractus? Alors ça, moi, je connais et c'est vraiment la classe. Bah ouais, franchement, c'est la classe, c'est magnifique. J'ai eu la chance d'en approcher chez un ami et ça, ouais, c'est fou. Mais le gamin, il a 8 ans. Il a 8 ans, il me parle latin. Enfin, ça rassemble vraiment beaucoup de gens. Ouais. Donc, t'as un peu de pédagogie, mais techniquement, c'est le service pédagogique qui s'en charge. Est-ce que le rythme est aussi tendu, aussi fort qu'en animalerie spécialisée? En zoo animalerie généraliste. Encore une fois, il est différent parce que sur certains jours où il y avait des événements, Ouais. là, je mangeais, il était 18h à la fin de la journée, quoi, pour D'accord. aller manger un casse-croûte. Parce que il y avait du monde, il faut renseigner ces gens-là, tu es au service des clients, il faut être là. Mais les gens sont déjà un minimum renseignés. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont plus que besoin de la cerise, entre guillemets. Ils ont déjà fait tout le gâteau. D'accord. En généraliste, tu dois lui apprendre comment battre la pâte. En gros, sur le gâteau. Donc, vraiment, tu construis l'install de A à Z. Donc, c'est plus cool parce que tu as moins de monde comme ça, vraiment pointu, qui veulent des bestioles de folie. Mais le peu de personnes que tu as, tu dois leur servir le même discours et surtout la même qualité de service. Parce que derrière, tu vas lui vendre un animal. Potentiellement, oui, il va peut-être aller l'acheter chez quelqu'un d'autre parce que j'aurai pas les autorisations ou j'ai pas encore la bestiole ou le fournisseur. C'est ça. Voilà. Mais il faut que, et ça c'est un point d'honneur que je mets aujourd'hui dans mon magasin, il faut qu'il ait le même discours qu'un spécialiste. Si il va chez un spécialiste en disant j'ai tel matos, ouais, ma remplette c'est Arcadia, l'UVB Kit Pro T5, machin, avec une halogène, le desert bedding et tout, déjà il a une bonne base. Et surtout, il entendra sûrement la même chose chez les spécialistes. Avec peut-être des plus, parce qu'on n'est jamais spécialiste de tout. Ouais. Mais voilà. Et alors, pour toi, la suite, tes projets d'avenir dans la carrière, dans l'animal, ça va être quoi? Parce que tu es encore jeune. Malheureusement, tu es plus jeune que moi. On le saura. Et toi, par contre, Ben, ça n'arrivera jamais. Hein. Tu seras toujours le plus vieux. Hein. Ouais, mais c'est comme ça qu'on l'aime. Exactement. Chauve et vieux. Oh, la balle perdue. Et alors du coup, c'est quoi tes projets? C'est quoi la suite pour toi? Et déjà, faut savoir qu'avant de partir en animalerie, j'ai postulé dans un autre zoo où je me suis fait dynamiter par mon ancien chef. D'accord, ok. Donc, Donc ça, c'est peut-être des sujets un peu perso. C'est ça, mais c'est un truc qui existe malheureusement dans le milieu zoologique. Le réseau est petit. Tout le monde se connaît. Mm-hmm. Tout le monde se connaît. Tu fais un problème quelque part, t'es mort. Quasiment. Donc voilà, il m'a dynamité ma place. Du coup, je suis revenu en animalerie. Aujourd'hui, je me vois un peu plus dans l'animalerie, mais le zoologique est jamais très loin. C'est vraiment mon rêve. Je sais pas quand ni comment, mais je sais que j'y retournerai. Ouais. Mais dorénavant, en fait, je suis quelqu'un qui va se concentrer sur ce qu'il est actuellement. Actuellement, je suis responsable du rayon reptile, conseiller vendeur général, mais spécialisé reptile. Donc, dans ce but-là, j'ai déposé un certificat de capacité. Ouais. Vente et transit, pas élevage. Et dessus, il y a plus de 200 espèces de poissons, une soixantaine d'oiseaux, mais surtout entre 300 et 350 reptiles et amphibiens. D'accord. J'ai pas fait les invertébrés. Mais voilà, donc aujourd'hui, je suis dans ce taf-là. Pour le moment, je suis dans ce taf-là. Mm-hmm.
à voir l'évolution qu'il y aura. Si tu Mais, devais, avant qu'on se quitte, si tu devais donner un conseil à des jeunes là, qui voudraient se lancer dans la carrière un peu semblable, travailler autour de l'animal, parce que tu sais, ça fait rêver beaucoup d'enfants, Ouais. beaucoup d'adolescents, travailler avec des animaux, il y a des forces à avoir, il y a une qualité d'esprit à avoir, il y a aussi des contraintes qu'il faut être prêt à accepter. C'est ça. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des jeunes qui nous regardent aujourd'hui et qui veulent peut-être vivre les rêves que toi tu as vécu déjà? Alors par exemple, si vous voulez travailler en zoo, et là je m'adresse à vous, prévoyez une roue de secours. Toujours. Le parc zoologique, c'est un milieu où il faut connaître pour être embauché quelque part. Il y a des zoos qui embauchent beaucoup, mais pas n'importe quoi. Tu vas bosser avec des bestioles rares, avec des bestioles potentiellement dangereuses, qui peuvent potentiellement te tuer. Il faut garder ça à l'esprit. Et les soigneurs fauves, la moindre mauvaise manip peut tuer ton collègue. Ou te tuer toi. Il suffit que tu ouvres mal une trappe ou que tu aies mal regardé une loge ou quoi aux caisses. En fait, le lion, il est derrière. Donc ça. Et entre guillemets, pour aller en parc zoologique, tu as un truc simple, c'est n'importe quel bac. Tu peux y aller avec un bac L, bac ES, on s'en fout. Le principal, c'est des stages en zoo. Sauf que des stages en zoo, il faut une convention. Donc, tu vas te rapprocher de certains partenaires, de certains organismes pour trouver des conventions. Et là, ensuite, une fois que tu auras fait pas mal de stages, tu rentres en formation pour adultes. Formation soigneur animalier. Donc, il y a Vendôme, Carquefou, Gramma qui sont les plus connus. D'accord. Et une fois que tu as fait ça, tu as des stages pendant ça, pendant cette étude. Et là, tu en profites pour faire ton réseau. Sauf que si tu n'as pas le bac derrière ou un minimum de BTS, etc., c'était ma logique. Au moins avoir un BTS sur quelque chose. La partie diplôme. C'est ça. Et après, je me lance. Donc honnêtement, prévoyez une roue de secours. Mais si vous rentrez, c'est génial. D'accord, donc tu recommandes quand même. Tu recommandes de travailler avec l'animal. Si vraiment t'en as l'envie, au fond de toi, fonce quoi, c'est ça? Ouais, mais faut être costaud. Faut être costaud. Tu vois des trucs, parfois c'est dur. C'est dur. Parce que les animaux, c'est pas le monde des bisounours. Ah, c'est clair. Quand t'arrives dans ta loge et que t'as un animal éventré parce que ça s'est battu dans la nuit et que le truc est encore vivant. Au sujet du travail avec les animaux et des choses dures qui peuvent arriver, on a prévu de tourner prochainement du podcast du Entre-Écailles avec avec un vétérinaire que je connais et qui est quelqu'un d'extraordinaire. Et je trouve qu'aussi dans la partie vétérinaire, on aurait pu aussi mentionner les vétérinaires de zoo que tu as dû côtoyer. Ouais. Alors là, on n'aura plus le temps, mais c'est pas grave, ce sera l'occasion d'en rediscuter. Ouais, carrément. C'est un sujet que je pense qui pourrait intéresser, et moi qui m'intéresse, moi en tout cas. L'approche vétérinaire, c'est hyper instructif. C'est un truc de dingue, ouais. C'est un truc de dingue. Bah écoute Lucas, merci d'être venu, j'espère que ça t'a fait plaisir de venir au studio merci Loma. Beaucoup. Je pense qu'on va se revoir. Ça devrait le faire, je pense. Je viendrai rechercher un autre mug. Ouais, exactement, voilà c'est ça. Bah écoute, je te laisse. On vous laisse tous, très bonne soirée. Et force à vous.